Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la mission locale d'Auray. On est ensemble pendant une bonne heure pour échanger ensemble dans le cadre de ce projet mené par ACTA de l'évaluation du plan d'action jeunesse. Donc bonjour Anastasia qui va réécouter cette émission. Il n'y a qu'Anastasia qui écoute cette émission, mais à chaque fois, je lui fais une intro digne d'une vraie émission de radio. On va commencer tout de suite ce tour des présentations. Je sais que vous avez beaucoup de choses à nous raconter aujourd'hui. Il y a plein de sujets hyper intéressants qu'on a déjà évoqués, donc je suis vraiment heureuse de passer ce moment avec vous. Et on va commencer ce tour des présentations par celle qui se trouve à ma gauche. Bonjour, Sybille. Bonjour, donc je m'appelle Sybille, j'ai 19 ans et je fais partie de la mission locale en tant que jeune. Et la petite question alors rituelle de ce début d'émission, c'est quoi pour toi être jeune ? Alors pour moi être jeune, il y a plein de facteurs à prendre en compte, donc que ce soit l'aspect financier, est-ce que c'est recevoir son premier salaire, est-ce que c'est d'être stable financièrement sans avoir besoin de demander de l'aide à des tierces personnes, que ce soit ses parents ou des membres de sa famille ou même ses amis. Être jeune, c'est aussi avoir cette envie de découvrir, cette envie d'apprendre. Il y a cet aspect de... on a plus d'énergie que nos prédécesseurs qui sont un peu plus âgés. On a encore cette vivacité et parfois même cette innocence de vouloir découvrir tout ce qui nous entoure, d'avoir cette envie-là de voir tout ce qui nous entoure et de découvrir. Eh ben, écoute, plein de choses super positives dont on va pouvoir parler aussi tout à l'heure. Et puis on continue avec celui qui se trouve juste à côté de toi. C'est donc Gabriel. C'est ça, Gabriel Hamon, philanthrope fauché. Ok, très bien. J'avais dit pas forcément les noms de famille, mais écoute, au moins on a la full présentation. Redis-moi ton âge, pardon. 23 ans. 23 ans, ok, très bien, merci Gabriel. Et alors pour toi, c'est quoi être jeune ? 25 ans ou moins. Ok, donc c'est avoir moins de 25 ans, donc tu te considères toi encore jeune ? Bah oui, quand même, oui. Et ça te fait peur de ne plus être jeune ? Ouais, plus que 2 ans. Hein. Bah oui, parce que c'est toi qui t'es fixé cet âge. Pourquoi t'as fixé 25 ans ? Oh, c'est la fin de la croissance. C'est la fin du développement aussi biologique humain. Ok, d'accord, très bien. Allez, on enchaîne à côté de toi. Bonjour Mathieu. Bonjour, moi c'est Mathieu et j'ai actuellement 21 ans. D'accord, très bien. Même question que pour les autres, c'est quoi pour toi être jeune ? Et pour moi, je dirais c'est un moment de la vie où on n'avait plus personne derrière notre dos, ça veut dire plus de mère ni de père et on commence à faire nos propres choix, notre propre chemin. Ok, d'accord. Et ça va jusqu'à quel âge selon toi, être jeune comme ça ? Dans la France, on dit c'est à 18 ans, en Amérique, on dirait 21 ans, mais je dirais à peu près dans les 25 aussi comme Gabriel. Mais ok, voilà. Très bien. On prête le micro à Vincent et peut-être le casque aussi pour qu'il puisse écouter un petit peu en même temps. Alors, bonjour Vincent. Bonjour. Je te laisse te présenter un petit peu si tu le souhaites. Oui, moi c'est Vincent, j'ai 25 ans et je suis à la mission locale depuis quelques mois. Ok, d'accord, très bien. Et alors cette question de c'est quoi être jeune, ça t'inspire quoi ? C'est faire des erreurs et pas être bloqué sur ces erreurs et avancer. Et aussi découvrir de nouvelles choses, faire les premières expériences. Voilà. Toi, tu as un sujet en particulier, tu dis découvrir de nouvelles choses, il y a un sujet en particulier que tu aimes bien découvrir, qui te passionne dans la vie ? Là, en ce moment, c'est par rapport à la mission locale, découvrir de nouvelles choses par les ateliers, par exemple l'émission radio que je fais avec vous. Eh ben, écoute, une très bonne réponse. Merci Vincent. Allez, on continue avec toi, Théo. Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 22 ans. Si je dois répondre à votre question, du coup, qu'est-ce que c'est être jeune ? Moi, je dirais avant tout que c'est plutôt un état d'esprit. Et pour certains aussi une façon de se convaincre que la vie avance pas trop et qu'on peut rester jeune assez longtemps.
C'est un peu la fameuse phrase, l'important c'est d'être jeune dans sa tête. Oui, c'est un peu ça, ouais. Tu connais des vieux jeunes ou des jeunes vieux? Moi, non, mais je sais que ça existe, donc bon. Ok, très bien, merci. Et puis on continue avec la dernière participante de cette émission. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Arwen, j'ai 20 ans. Donc tu es la plus jeune. Oui. Ah oui, avec Sybille aussi, pardon. Et alors c'est quoi pour toi être jeune? Bah, comme les autres, ils ont dit, Pour toi, on est jeune jusqu'à quel âge? On commence à être adolescent vers 12-13 ans, ça dépend des jeunes. Et on est jeune vers 25-30 ans. Ok, jusqu'à 30 ans. Ça dépend des personnes. Ok, très bien. Bah justement, on va en parler de cette question de c'est quoi être jeune et jusqu'à quand on l'est. Tout à l'heure, quand on l'avait abordé, il y avait cette question des premières fois. Faire ses premières fois. Tant qu'on fait ses premières fois, on est jeune. Est-ce que quelqu'un veut réenchaîner là-dessus et veut nous raconter un petit peu là-dessus? Ouais, Sybille? Pourquoi pas. Par exemple, comme première fois, on peut dire la déclaration des impôts, puisque ça a été, c'était récent dans l'ordre chronologique. Donc la première fois de se déclarer aux impôts, sortir du foyer fiscal de ses parents, c'est quand même une lourde première fois, parce qu'il faut apprendre à faire toutes les démarches, et c'est long sur impôts.gouv. Faut apprendre aussi quels sont les secteurs, à partir de quand on va être imposable. Est-ce que finalement, sortir d'être jeune, c'est à partir de quand on est imposable? Parce que souvent, quand on est jeune, les premiers salaires, on ne l'est pas forcément. Quand est-ce qu'on sort? Qu'est-ce que c'est comme première fois qu'on peut faire aussi? Est-ce que c'est avoir notre premier appart? Est-ce que... je parle pas d'acheter, mais plutôt de louer, par exemple. Est-ce que c'est la première fois qu'on cuisine seul, sans personne? Est-ce que c'est la première soirée où il y a personne à côté de nous et on a l'impression d'être seul au monde et en même temps d'avoir le monde à nos pieds? Est-ce que c'est de découvrir spontanément une ville sans aucune aide, sans personne, et d'apprendre à se débrouiller soi-même? Est-ce que c'est d'apprendre l'autonomie et d'apprendre des chemins de transport en commun par cœur, sans l'aide de personne? Est-ce que c'est de savoir se débrouiller tous les matins? Plein de pistes de réflexion. Sur cette question, justement, peut-être on peut commencer par la première que tu viens de dire, sur la question de l'autonomie financière. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel vous êtes confrontés, vous, aujourd'hui, dans votre vie? Et comment est-ce que ça se manifeste? Comment est-ce que c'est que d'être autonome ou pas financièrement? Théo, tu as envie de... C'est vrai que moi, c'est un peu compliqué à ce niveau-là, sous certains aspects, si je dois parler de ma situation à moi personnelle. Après, heureusement que je suis pas tout seul, à la maison et même en général. Mais je sais que personnellement, j'ai quelques difficultés, on va dire, pour tout ce qui est autonomie, gestion de son temps, par exemple, et la façon dont on va optimiser... je dirais sa réussite et comment construire ses ambitions. Moi, j'ai du mal là-dessus à évoluer, justement. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est pas le plus agréable pour moi, quoi. Ok, donc tu es dans une situation un petit peu de doute ou d'incertitude par rapport à ces questions-là? Oui, parce que, dans ma vie personnelle, je suis un peu je suis un peu au niveau d'un chemin de croisement, quoi. C'est-à-dire que je suis parti de chez ma mère il y a 1 an pour aller vivre avec ma copine, sauf qu'actuellement, j'ai toujours pas assez de ressources et ni même assez de moyens pour me dire que je suis autonome, quoi. Ouais, pour te dire que tu es autonome financièrement notamment. Ouais. Et est-ce que tu trouves des aides justement pour t'aider à répondre à ces questions-là? Par exemple, la mission locale, justement, là, le contrat engagement jeune. Ça, déjà, c'est une bonne solution. Sinon, j'ai fait une formation aussi où j'ai eu une aide financière de la région Bretagne. Et à part ça, oui, j'ai trouvé quelque chose pour cet été, par exemple. Mais un travail en CDI, déjà, c'est compliqué parce que j'ai pas de diplôme. J'ai même pas mon brevet. Donc, bon. À ce niveau-là, c'est difficile d'évoluer, quoi. Ouais, quand on a raté le début. Ok, t'as l'impression qu'il te manque des étapes, entre guillemets, pour aujourd'hui qu'on te laisse ta chance? C'est un petit peu ça, ouais. Voilà.
Ok, d'accord. Donc à la mission locale, tu trouves de l'aide pour trouver peut-être un projet pro. Est-ce qu'il y a de l'aide, tu disais, sur cette organisation du temps, par exemple, etc., qui n'est pas forcément évidente? Est-ce que là-dessus, tu arrives à trouver des aides aussi sur ces questions-là? Bah, comme je viens d'arriver, j'ai pas encore eu le temps de les mettre en place à la mission locale, mais je pense que oui, on les trouve ici. Ok, Et c'est pour ça que je me sens assez en confiance d'être ici, justement. ok, super. Merci pour ce témoignage. Est-ce que d'autres sur cette autonomie financière vas-y Mathieu, on t'écoute. Alors pour moi, je suis un peu dans la même situation que toi. J'ai trouvé un CDI ou voir un job tout simplement en fait compte. Et j'ai demandé récemment à mon père combien ça me coûterait, est-ce que je devrais tout payer en plein pot et tous les traces, par exemple mon véhicule. Je suis véhiculé, donc j'ai l'assurance voiture, donc faut que je mets tout ça en compte. Et ça me coûterait dans les alentours de 5 à 600 euros facilement pour tout ce que je dois avoir, donc voiture, téléphone, et ensuite nourriture forcément, et ainsi de suite. Et donc ça implique, pour toi, tu te dis que même en trouvant un CDI, ça reste compliqué financièrement. Ça reste compliqué parce que là, récemment, je suis en engagement jeune ici, donc ça me permet de soulager un peu à la famille et moi-même, et aussi me faire plaisir parce que je suis jeune, il faut bien se faire plaisir. Mais oui, ça reste compliqué. Ok, donc cette idée de l'autonomie financière, c'est une vraie question que tu te poses aujourd'hui et tu te demandes comment y arriver. C'est un objectif pour toi? C'est un objectif, c'est comme une frontière, c'est qu'on n'arrive pas à passer, on essaie d'hésiter, on est devant, mais on passe pas le pied, quoi. Et à un moment donné, il faut bien le passer à un moment donné ou à un autre. Et l'obstacle aussi, c'est de te dire qu'aujourd'hui, un métier, par exemple, ça rapporte pas assez pour pouvoir devenir autonome quand on est jeune? Pour un SMIC, là, je sais plus à combien il est le SMIC, mais je devais être en temps brut en 1300 à peu près, un peu moins. C'est tout juste qu'on arrive à mettre 10 euros de côté pour nos futurs et nous faire plaisir, 20 euros de côté pour se faire plaisir, quoi. Donc il y a cette idée que même en ayant un CDI, cette autonomie financière, elle est hyper difficile à... Ça reste difficile et en plus, là je vais pas trop rentrer dans les détails, mais par exemple ma frangine, elle qui est un peu plus vieux, elle a un problème avec son boulot et niveau relationnel avec le patron et serveur, plutôt employeur et employé, ça reste compliqué. Donc il y a cette idée qu'on dépend dans tous les cas de quelqu'un et que ça peut être une vraie barrière, quoi. Exactement. Ok. D'autres veulent parler un petit peu, toi? Oui, vas-y Vincent, on va te filer un casque et un micro sur cette question de l'autonomie financière ou autre, hein, mais là je sens déjà que je trouve que c'est plutôt difficile à notre âge, parce que tout augmente et rien n'est facile, quoi, niveau logement. Même les loyers s'augmentent tout le temps. Je vis encore avec ma mère parce que j'aurais pas pu tout seul, je pense. J'ai travaillé 3 ans et je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait beaucoup de choses à prendre en compte, à payer niveau financier, quoi. Quoi, par exemple, qui te vient en tête? Tout ce qui est électricité, gaz, le loyer à payer, l'assurance habitat. Il y a énormément de choses à payer. Et même ma mère, là où j'habite avec elle, je l'aide à payer le loyer, parce que sinon on ne pourrait pas rester, quoi. Donc dans l'avenir, ouais, j'aimerais bien être autonome, ça c'est sûr. Parce que j'ai déjà travaillé. Mais là, j'aimerais prendre un peu de temps, avoir mon permis. Et entre-temps, avoir un mi-temps, bien sûr. Et repartir après et avoir un premier appartement, quoi. Ouais, pour toi, ça va de pair. Mais c'est plein d'étapes, entre guillemets, qu'il faut franchir. Il faut avoir le permis, il faut ceci, il faut cela. Ouais. Ok. Et est-ce que tu trouves de l'aide par rapport à toutes ces questions-là? Est-ce que tu trouves des endroits où tu peux bénéficier de conseils, de ressources? Oui, surtout à la mission locale avec ma conseillère. Là, elle me conseille sur ce que je devrais faire. Surtout pas se précipiter, quoi, parce que j'ai eu quelques problèmes avec mes anciens employeurs, donc je préfère aller doucement. Et voilà. Ok, donc c'est un lieu où tu arrives à trouver des réponses
Ouais. Suffisamment de réponses? Ou il y a vraiment des sujets sur lesquels tu bloques encore Non, ça va. Bah, après, je suis dans le doute, bien sûr, sur l'avenir, tout ça. Comment ça va se dérouler, quoi. sur ton avenir et puis... Ouais. Ok. Je sais que Gabriel, tu t'avais aussi amené ce sujet-là justement sur la question de l'autonomie financière par rapport au logement, par exemple, au fait de être adulte, c'est acheter une maison, par exemple. Mais tu disais, bah non, enfin, pas dans cette économie, clairement. Est-ce que tu peux développer un petit peu là-dessus? De toute façon, je pense qu'on peut déjà essayer de prendre la température qui ici est imposable. Ouais. Tellement, je crois bien. T'es imposable, toi, Vincent? Oui. T'as payé combien d'impôts pour 2025? Zéro, t'es non imposable. Il y a personne ici qui touche assez pour pouvoir être imposable, en tout cas parmi les jeunes. Ça veut déjà dire beaucoup de choses. Là, carrément, non, mais c'est vrai, c'est une réalité. Et pour le coup, le lien que tu fais toi avec ça, ça veut dire que, en gros, les étapes, elles sont énormes avant de pouvoir se dire peut-être qu'un jour j'achète quelque chose ou enfin être adulte, l'image de l'adulte qui a sa maison, etc. Pour toi, ça te paraît très lointain, quoi, par rapport à la situation réelle des jeunes. Ah bah, réalistiquement, aucun jeune ici achètera une maison, en tout cas avec son propre argent. Il aura forcément un emprunt. Pour ça, ensuite, il faut des ressources déjà de base. Donc ça signifie déjà avoir un salaire stable, donc un CDI. Ça veut dire aussi qu'il faut que le salaire il soit suffisamment élevé pour que la banque n'ait pas trop froid de donner un prêt. Réalistiquement, ici, personne n'a ça. Puis reste prêt à rembourser aussi. Eh bah oui. Après, tu peux pas faire ce que tu veux après parce qu'il faut rembourser ton prêt. C'est très réel et c'est très froid de dire ça comme ça, mais ouais, c'est tellement ça. Et vous avez l'impression que cette situation, elle s'est aggravée pour les jeunes? Clairement. Oui, je dirais surtout depuis le Covid, en fait, ces 5 dernières années, je dirais que... ça fait déjà longtemps que je dirais que la situation du pays elle n'est pas forcément idéale et qu'il y a des dégringolades, mais depuis le Covid, ça s'est quand même accentué pour certains et pour nous, les jeunes, justement. Pour les jeunes en particulier? Ouais. D'autres partages? Même De toute manière, même sur le plus long terme, si on voit plus loin par rapport, par exemple, au siècle dernier, avec même pas 1 an de salaire, tu pouvais acheter une maison. Aujourd'hui, c'est infaisable. Tu es obligé de mettre de côté pendant des années. Et encore, tu sais que tu devras faire un emprunt à la banque. Tu sais que tu devras rembourser. Donc, en fait, aujourd'hui, acheter une maison, c'est pas un engagement sur 5-10 ans, c'est un engagement sur minimum entre 20 et 30 ans. Donc, tu dois avoir un salaire stable, tu dois avoir de quoi payer, rembourser ton emprunt pendant longtemps de manière stable. Donc, en fait, t'as même pas, tu vois, la possibilité limite d'aller faire des voyages. Non, tu dois rester dans ton truc là, sinon tu pourras jamais acheter de maison, tu pourras jamais envisager ça. Donc, on est obligé de se projeter sur le très long terme et d'être, entre guillemets... tout bien, tout honneur selon l'employeur, selon le salaire, etc. Sinon, on ne peut pas envisager d'acheter une maison. Et même encore, ça dépend de l'endroit où on veut acheter une maison. En ville, ça va être encore pire et ça empire de plus en plus. Oui, j'allais te poser la question justement du lieu, parce que est-ce que ici en particulier, dans la région, ça vous paraît encore plus compliqué ou pas, ou au contraire Par exemple, là aussi, vous avez vu, en passant devant la route, il y a des bâtiments qui se créent, des appartements, bizarrement. C'est pas des maisons, c'est des appartements. Parce que financièrement, personne dans la région, et là je pense que je peux parler au nom de la Bretagne, personne ne peut acheter une maison. Parce que c'est trop cher et après on peut comprendre pourquoi du comment c'est aussi cher maintenant l'immobilier. Il y a eu la technologie, il y a eu la recherche, il y a eu des main-d'œuvre beaucoup plus poussées. On peut trouver n'importe quelle excuse. Je crois, Gabriel, tu peux être d'accord avec moi. La manière de travailler a complètement changé depuis 20 ans. Même encore aujourd'hui, il commence encore à changer. il faut tout le temps s'adapter, quoi. Exact. On peut prendre aussi l'actualité. Hier, il y a 2 maisons, même pas loin de là où j'habite, qui ont brûlé. Donc voilà, il y a une intervention des pompiers, mais la toiture, elle est complètement détruite. Et même en ayant de nouveaux moyens de construction, on n'est pas assuré qu'il y ait une catastrophe et qu'on perde tout d'un coup. Parce qu'encore une fois, une toiture détruite, c'est aussi un énorme investissement. Même si on a eu une assurance, etc., on va devoir payer de notre poche. Donc, au-delà même de faire un emprunt pour une maison, il faut prévoir également les éventualités parce qu'il y a aussi des intempéries, il y a beaucoup de choses à prendre en compte.
Après, même si ici à Auray, ça va être moins cher les loyers, par exemple qu'à Quiberon, il y aura toujours plus cher. On n'habite pas à Paris non plus, mais ça reste hors de prix pour des jeunes comme nous qui ne sont pas encore stables financièrement. C'est quoi là donc certains habitent avec leurs parents, chez leurs parents, et d'autres, tout le monde habite. Oui, donc toi, Théo, tu disais que tu habitais avec ta copine, c'est ça? Moi, j'ai un appartement avec ma copine. Et ça a été. Comment est-ce que vous avez réussi à trouver cet appartement-là? Comment ça s'est fait? Sans rentrer trop dans ta vie privée, hein, mais. Là, c'est un peu justement la facilité parce que la personne qui logeait là avant, c'était son père, tout simplement. Du coup, c'est un peu une passation en fait. Ok, donc mais on a eu cette chance-là parce que sans ça, je pense pas qu'on se serait même pas mis ensemble, mais en tout cas, on se serait peut-être pas vu parce qu'on vient pas du même endroit à la base. C'est elle qui vient d'ici et c'est moi qui suis parti. J'étais dans les Côtes d'Armor. Ok. Voilà. Donc c'était une opportunité que vous avez eue. Et les autres, tout le monde vit encore chez... Oui, c'est ça? Oui, toujours. Ouais. Et ça serait quoi? Est-ce que si vous avez réfléchi à peut-être un prochain appart, est-ce que vous savez s'il existe des dispositifs qui vous permettraient, vous en tant que jeune, d'avoir des appartements? Est-ce qu'il existe des choses qui permettent un accès plus facile à un logement? Moi, par exemple, je suis en train de faire des recherches avec mon conseiller, personnellement. Et j'ai trouvé des flyers qui pourraient éventuellement m'aider à trouver cette opportunité comme toi tu as eu. Ok. Des résidences ou je sais pas moi, des choses, oui. Typiquement, j'ai déménagé à Auray en décembre et auparavant, j'habitais en foyer étudiant. C'était sous couvert, c'était un contrat de location, mais c'était officiellement un foyer étudiant. Et alors, autant une année, ça m'avait plu, mais la deuxième année, ça devenait compliqué. Financièrement, il y avait pas moins cher, on trouvera pas moins cher qu'un loyer à 350 €, ça c'est sûr et certain. Donc c'était hyper donné, sachant qu'on avait accès à des cuisines complètement fonctionnelles, il y avait des fours, etc. J'avais ma propre chambre avec salle de bain personnelle, donc c'était même pas partagé. Donc pour le coup, pour ce qui est donné, je trouverai jamais moins cher ailleurs, mais il y avait aussi des conditions, je devais vivre en sorte de colocation avec 40 autres personnes, avec des règles qui étaient parfois un peu trop rudes pour moi. Et puis même, on a l'exemple de Gabriel, je sais qu'à un moment donné, il a vécu en colocation. Le loyer était le plus bas possible, mais l'endroit et la qualité même des murs étaient désastreuses. 300 € à Quimper, une chambre, on était 2 dedans. Après, c'est une grosse colocation, donc il y avait 4 autres chambres aussi, entre 1 et 2 personnes par chambre aussi. De la moisissure dans la salle de bain, les murs étaient craquelés, c'est de la vieille tapisserie, c'était dégueulasse. Alors moi j'ai une petite référence quand même qui peut être utile, j'ai ramené des flyers de la maison du logement. Et ACTA cherche à déployer de plus en plus des foyers jeunes travailleurs qui sont vraiment accessibles à tous. Et il y a même des appartements pour les couples. Alors il y en a peu, mais il y a par exemple à la Trinité, il y a 2 appartes dans lesquels on peut être 2. Et c'est toujours salle de bain privative. Je crois qu'il y a cuisine commune, sauf dans l'appart couple. Enfin voilà. Et là, on est autour de 350 €. En plus, on peut avoir des APL. Donc il y a certains jeunes qui payent quasiment rien. Donc les places sont chères, surtout en été. Mais ils essayent de garder des places justement pour des gens qui ne sont pas saisonniers, pour que les jeunes du territoire puissent aussi se lancer. Et on a le droit à 2 ans. Donc c'est juste 2 ans, mais ça peut permettre aussi d'être un levier. J'ai ramené plein de flyers que Rémi pourra garder. Il y en a 3 pour l'instant sur le territoire et bientôt 4. Merci. Arwen, j'en profite pour me tourner vers toi. La dernière fois quand on s'est parlé, tu m'avais dit que tu cherchais un travail où tu avais fait un stage, c'est ça? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça? Parce que sur la question de l'autonomie financière, est-ce que toi, c'est un sujet qui te concerne aujourd'hui et comment est-ce que tu te sens par rapport à ça? J'ai déjà fait des stages dans le monde ordinaire à Kiabi Auray, Kiabi Van, Jouet Club et Bricomarché, et ça s'est bien passé. Ok. Et c'est important pour toi de te dire, est-ce que c'était des stages où tu as pu être rémunéré? Est-ce que tu as été payé pour tes stages? Non, pas du tout. Ok. Et donc ça, pour toi, est-ce que ça te paraît... comment est-ce que tu te vois par rapport à cette question de l'autonomie, de gagner de l'argent, etc. aujourd'hui? En vrai, je suis autonome, mais le problème, c'est que vu que le loyer est payant et que ce qu'ils ont dit les autres, c'est payant, comment dire que je veux bien rester encore chez mes parents parce que mes parents, ils veulent bien encore me berger et tout, mais je crois que je vais pas ma logique à moi, je vais attendre que
comment expliquer ça? Je vais attendre que tout ce qui est crise économique s'arrête là et après je vais peut-être trouver une maison ou aller au FJT à Auray parce que avant, quand j'étais à l'IME, ils demandaient des jeunes de tester le FJT. J'ai testé, c'était bien. Sauf que moi, je suis un peu craintive parce que j'ai peur d'être seule. J'ai peur d'être abandonnée. Du coup, pour la première nuit, j'ai pleuré parce que c'est normal, dès qu'on quitte ses parents, on pleure à chaque fois. Sauf que ça, à un moment donné, j'ai pleuré pendant quelques secondes et je me suis dit, bon, Arwen, t'es toute seule, profite, t'as pas ta mère derrière ton dos, t'as pas ton père, t'as pas tes sœurs, t'es toute seule, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire à manger à l'heure que tu veux, tu peux dormir à l'heure que tu veux sans qu'une personne te dise « Ah Arwen, c'est l'heure de manger, c'est l'heure de dormir ». Là, au moins, on a un moment à nous qu'on peut faire. Et moi, ce que je trouve génial quand on est autonome, c'est qu'on n'a pas les parents derrière le dos en disant fais ci, fais ça, c'est pas bien, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est pour ça que j'aime bien être autonome. Mais vu qu'aujourd'hui, il y a tout ce qui est crise d'économie avec les sous, même avec les sous que j'ai à la mission locale tous les mois, avec ça, je pourrais pas me payer. Je pourrais même pas me payer une maison. Bon, je paye juste les courses de ma mère parce que ma mère, elle a des problèmes financièrement. Mais en vrai, je fais 100 € de courses tous les mois et je pense que 100 € de courses pour 2 personnes, c'est un peu chaud quand même. Ouais. J'ai envie de basculer un truc envers ce que tu as dit. Vous voyez, déjà nos parents eux-mêmes n'arrivent pas à gérer leur argent. Donc si nous, on doit faire pareil, ça va être 10 fois pire. Et ça m'a fait penser à un truc. Moi, par exemple, je fais des compromis avec mes parents. Par exemple, avec l'argent, des fois, je donne des services. Je fais des choses à la maison pour un peu payer, entre guillemets, mon salaire. Payer un peu mon logement. Nourrir, blanchir, etc. Un peu classique. Mais c'est entre nos parents. Mais faut quand même, il y a un vrai souci dans ce cas-là, c'est que nos parents, si eux, ils n'arrivent pas à gérer, ils demandent à leur propre enfant de demander une petite aide financière, c'est qu'il vraiment il y a quelque chose de grave et c'est pas que pour les jeunes. Et ça, c'est à l'échelle du système, tu penses? À l'échelle du système, oui, carrément, oui. Ouais, je suis d'accord avec ça parce que je sais que quand j'avais pas mes sous encore de la mission locale, ma mère, elle galérait et tout. Et quand ma sœur, avant qu'elle parte de chez ma mère, elle faisait 200 € de courses tous les mois. Mais depuis que ma sœur est partie habiter à Brec, j'aide ma mère à faire les courses. Et des fois, je donne 30 € à mon père pour qu'il paye mon téléphone et tout. Parce que en ce moment, je trouve que c'est un peu cher quand même. Et je me dis, si mes parents, ils n'arrivent pas à gérer les choses, moi, si je suis toute seule, en plus, j'ai des difficultés à payer. Et en plus, des fois, vu que j'arrive pas très bien à comprendre, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à comprendre les choses. Je me dis, mais si je suis toute seule, je vais faire comment pour payer et tout. Du coup, je me dis, c'est la galère d'être toute seule parce que si tu as des problèmes et tout, si tu as des problèmes de santé et tout et qu'il n'y a personne qui est là pour t'aider, ou si tu n'as plus de famille, si tu es toute seule et tout et il n'y a pas d'amis, ni ta petite copine, ni ton petit copain qui pourrait t'aider, tu es un peu dans le caca, entre guillemets, parce que personne pourrait t'aider, mais voilà quoi, moi je dis ça comme ça. Non mais c'est intéressant, je switch parce que c'était un des thèmes qu'on voulait aborder, mais tu viens d'aborder cette question de l'isolement. Est-ce que c'est une peur que vous avez? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous sentez isolé et dans quelles conditions? Toi, je sais que Vincent, c'était quelque chose que tu avais amené aussi tout à l'heure, où tu as pu te sentir isolé. Est-ce que tu veux nous en redire un petit peu plus Oui, ça a commencé au lycée. J'ai des problèmes de dos, j'ai une scoliose et j'ai porté un corset. J'ai commencé en primaire à en porter un. Après, j'en ai reporté un à partir du collège, ma première troisième, ouais. Ça se passait bien. J'avais des copains, tout ça.
Mais au lycée, ça a complètement changé. Je suis arrivé et tellement j'étais stressé et tout ça, j'en vomissais. J'ai été voir un spécialiste, tout ça, pour savoir ce que c'était. Et il m'a dit que c'était le stress qui faisait ça, quoi. Et c'était le regard des autres. J'étais dans une classe, il y a quasiment personne qui me parlait, donc je me sentais un peu à l'écart. Et après, j'ai changé encore de lycée. Et c'était à peu près encore la même chose. Et puis, bien sûr, c'était compliqué, quoi. Mm. Dans les pauses le midi, je restais seul. Des fois, je pleurais, parce que voilà, quoi. Ouais, cet isolement qu'on peut ressentir, Ouais. notamment à l'école, voilà, dans un cadre scolaire. Ouais. Maintenant que tu l'identifies comme ça, qu'est-ce que tu aurais aimé trouver comme autre solution? Qu'est-ce que tu aurais aimé peut-être un dispositif dont tu aurais pu bénéficier? Est-ce que tu identifies des choses qui auraient pu t'aider à l'époque? Parler à quelqu'un, je pense. Ça aurait pu être important. Ouais. Et au sein de l'école, tu n'arrivais pas à trouver les bonnes personnes Non. J'ai été dans mon coin, quoi. Ok, donc cette peur de l'isolement. Sybille, tu voulais réagir, oui? Oui. Alors au lycée, j'ai vécu à peu près la même chose que toi, Vincent. J'ai été beaucoup isolée aussi. On pourra rebondir tout à l'heure sur le handicap notamment, parce que parfois les autres élèves détectent le handicap avant même les médecins. Ils voient très bien que la personne est différente d'eux et vont le mettre à l'écart de manière parfois même inconsciente. Donc on est souvent très isolé. J'ai été seule pendant tout mon lycée. Ça a affecté ma santé mentale de manière assez lourde. J'ai été traitée sous antidépresseurs à cause de ça pendant 4 ans. Parce que ça m'impactait énormément d'être toujours isolée quoi que je fasse. Qu'à chaque fois où il fallait faire des binômes, c'était « Oh non, pas celle-là ». Ce genre de choses-là. Je pense que ça aurait notamment aidé de mettre en place des dispositifs pour l'inclusion et apprendre aux autres élèves et de manière générale à tous que le handicap, c'est quelque chose pas de normal, mais on doit inclure les autres et qu'on n'a pas à forcément rejeter la personne en face. En devenant un peu plus adulte, on va dire plus tard, en quittant le lycée, j'ai quitté le lycée à 17 ans parce que j'avais sauté une classe. Je me suis retrouvée un peu plus entourée, mais j'ai eu du mal en fait à détecter quels environnements étaient toxiques pour moi et quelles relations pouvaient être bénéfiques dans le sens amical, parce que j'en avais eu tellement peu que j'étais heureuse en fait que des gens m'acceptent au-delà même de ce qu'ils pouvaient en fait me dire comme des choses pour me rabaisser, etc. Mais j'étais tellement heureuse d'enfin trouver des gens qui ne me rejetaient pas par ma simple présence, par ma simple façon de faire, que peu m'importait qu'ils me rabaissent, peu m'importait qu'ils m'insultent, qu'ils disent des choses dans mon dos, tant que juste je pouvais parler avec des gens. Ouais, t'arrivais voilà, tu acceptais des choses qui n'étaient pas acceptables. C'est ça. Arwen, ça te parle? Oui, parce qu'en fait, j'ai vécu la même chose, sauf que je sais pas si vous connaissez Saint-Michel à Carnac, j'étais à l'école à Saint-Michel à Carnac. J'étais au collège à Saint-Michel à Carnac. Mes sœurs aussi, ils étaient au collège à Saint-Michel. J'étais à Saint-Michel en primaire et je me suis fait harceler de la petite section jusqu'au CP. Personne voulait de moi, personne voulait m'approcher. Je sais pas. Et des fois, à chaque fois que mes parents rentraient, il y avait la directrice qui était derrière la porte en disant « Ah, Arwen, elle a dit quelque chose, nanana ». Du coup, j'avais une éducatrice rien que pour moi. Elle était derrière mon dos et tout. Je me rappelle, les élèves me regardaient bizarre parce qu'en fait, j'ai une forme d'autisme et je suis dyslexique. Et des fois, quand je faisais des choses, je me faisais engueulée par la maîtresse de CP. Tout le monde me regardait comme si j'avais un bonnet d'âne sur la tête. Et en fait, j'étais souvent tout seul à la récréation parce que personne voulait de moi et tout. On faisait semblant de m'apprécier et tout. Mais du coup, vu que mes parents, ils ont vu ça, ils ont dit stop. Du coup, je suis allée à Gabriel Dehaye. Et ça s'est bien passé. À l'époque, ça s'appelait... la CLIS à l'époque quand j'étais à Gabriel Dehaye. Et là,
comme par hasard, je me suis bien instruit et tout. Voilà, et je me suis dit, mais pourquoi on m'a harcelée alors que je faisais rien de mal? Rien de mal, en fait, parce que, en tout cas, je faisais comme les autres. J'apprenais comme les autres. Et ce qui me fait plus du mal à comprendre aujourd'hui, il y a une question que je me pose, c'est pourquoi on m'a tant dit des choses horribles alors que je faisais rien de mal, c'est tout. Le rejet des autres. Je sentais que Mathieu, tu voulais réagir aussi. Je voulais rebondir. Vous savez, la phrase typique, on dit vaut mieux être seul que mal accompagné. Cette phrase-là, je l'arrêtais pas de mettre en boucle dans ma tête depuis que je suis conscient, en fin de compte. Tout petit, et même avec vos relations, vous deux, ça m'a aussi touché. Et d'ailleurs, ça m'a aussi impacté dans ces moments-là. Je me suis toujours posé la question, même en professionnel. Un professionnel que j'ai travaillé avec lui main dans la main m'a sorti ça, vaut mieux être seul que mal accompagné. Je me suis vachement mis en recul à ce moment-là. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est bien être seul ou c'est bien être accompagné avec des mauvaises personnes? Dans les deux cas de figure, j'ai vu les deux cas de figure personnellement, je ne trouve ni l'un ni l'autre et les pires. Donc est-ce qu'il faudrait s'efforcer à avoir des mauvaises personnes pour trouver les bons? J'irais presque dire oui. Parce qu'au moins, tu arriveras à filtrer ceux que tu n'aimes pas et ceux que tu aimes. Et éventuellement, en espérant et en croisant les doigts fort, très fort, tu pourras trouver un bonheur. L'idée que la solitude, c'est limite pire que... et l'isolement est pire que le fait d'être avec des personnes qui ne sont pas bonnes pour soi. Un grand exemple, vous voyez tous les films qu'on connaît, je suppose, Robinson Crusoe. C'est une personne qui vit seule. Pourtant, c'est un vrai culte maintenant aujourd'hui. Mais comment il a fait pour rester aussi longtemps sans péter un plomb, sans pâter ni quoi que ce soit? Il a créé des personnages de tout imaginaire. L'imaginaire d'un refuge d'un humain, c'est d'imaginer. Donc je trouve ça plutôt normal en fin de compte. Et même récemment, j'ai vu d'autres films qui parlaient de la solitude. Je suis pas dépressif pourtant, hein, mais c'est juste que ça attire bizarrement. Et ça, je pense que ça parle beaucoup de monde. Et je pense que c'est pour ça qu'il est aussi populaire ce genre de film. Non, mais c'est hyper intéressant. Juste Théo, tu avais peut-être envie de réagir sur ce sujet-là? Oui, un petit peu, oui. Oui, c'est comme... Vas-y, parce que... Je dirais surtout sur le cas de la solitude, en fait, que moi, je dirais qu'au fil du temps, j'ai appris à vivre seul parfois, dans certaines situations, et aussi à me dire que j'avais pas forcément besoin des autres pour m'aimer moi-même, et peut-être pour me dire que j'étais pas voué à rester, je ne sais quoi, ou en tout cas, comment dire, être vu péjorativement par les autres, ça m'a jamais posé de problème à partir du moment où j'ai compris qu'au final, on se faisait soi-même et on réussirait par soi-même. Mais j'ai eu des difficultés avant, quoi. Ok. Oui, vas-y, Sybille. Désolée, c'est oui. Je vois le temps qui file. Oui. Alors, je suis d'accord et pas d'accord avec toi, Théo, comme je suis d'accord et pas d'accord avec toi, Mathieu. C'est que là, il faut différencier entre être solitaire et la solitude. En l'occurrence, ce dont on a parlé avec Vincent et avec Arwen, c'est que c'était une solitude qui n'était pas du tout choisie. En fait, on était rejetés et on ne comprenait pas pourquoi. C'est-à-dire qu'on a été rejetés sans le vouloir, sans comprendre pourquoi. Donc notre recherche, c'était au-delà de savoir... On n'a pas su qui était bien accompagné ou pas. C'était pas la question d'être seul ou mal accompagné. C'était plutôt de... en fait, j'ai rien fait. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument être contre moi? Donc, je vais juste vous prouver que je suis une personne qui mérite votre attention, qui mérite aussi d'être considérée comme les autres. C'était plutôt ça dans la recherche. En fait, au-delà d'être mieux seul que mal accompagné, alors... En soi, oui, être seul, ça a beaucoup d'avantages. On peut développer son imaginaire, on peut aussi faire le point sur soi-même, apprendre à grandir de soi-même. Mais c'est important pour des jeunes qui sont isolés, sans savoir pourquoi, de comprendre et de montrer aussi leur valeur aux autres, parce qu'on est souvent dans l'incompréhension face aux jeunes qui nous isolent pour rien, pour juste une impression. Après, voilà. Pardon, vas-y. Le problème, en fait, c'est tout simplement le manque d'empathie de la plupart des jeunes. Et c'est un peu ce qu'on leur inculque aussi, j'ai l'impression, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites pour que ça évolue dans l'autre sens. Je vois beaucoup, en tout cas, je trouve qu'il y a une évolution par rapport à ça. C'est de plus en plus le cas, en tout cas, pour moi. C'est de pire en pire, dans tout ce que je vois. Tu trouves que c'est de pire en pire? Ce que je peux voir, ou dans même ce que moi j'ai vécu. Pour moi, les gens sont juste pas empathiques et on leur apprend pas à l'être. Donc le problème, c'est qu'ils évoluent, mais pas en bien. Forcément, et surtout en négatif. Voilà. Ok.
Plein de choses hyper intéressantes. J'avance parce que je sais qu'il y a plein d'autres sujets aussi qu'on voulait traiter justement sur cette question. Hein, tu l'as évoqué, Arwen, aussi de la différence liée à un handicap. Je sais que vous vouliez parler aussi des difficultés potentiellement à faire reconnaître son handicap ou à trouver des solutions par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un veut échanger sur ce sujet? Oui, Arwen, vas-y. En vrai, le handicap en soi, c'est un truc qu'on n'a pas choisi. Moi, je sais que mon handicap vient quand ma mère, elle était enceinte de moi, parce que quand une femme enceinte elle est enceinte d'un enfant, en fait, l'enfant, c'est comme une éponge, elle absorbe le stress de la maman. Et du coup, moi, je suis comme ça parce que ma mère, elle a beaucoup stressé et qu'on m'a détruit mentalement et psychologiquement, parce qu'il y a certains jeunes aujourd'hui qui sont harcelés et qui se suicident. Et moi, je trouve ça affreux qu'il y a des jeunes d'aujourd'hui qui prennent pas sens, qui font désolée si je dis des gros mots, mais des conneries, et ils comprennent rien du tout. Quand ils voient une personne, elle est décédée à cause du harcèlement, il va s'en foutre totalement. Ils vont dire yes, j'ai réussi à détruire cette personne, ou ne plus... comment expliquer ça? En gros... Ne pas comprendre l'impact que oui, voilà. sur les autres. Et si je pousse un peu la réflexion sur des solutions, parce que là, vous parlez beaucoup de ce problème de manque d'empathie, de problèmes d'éducation aussi, certains l'ont dit, hein, c'est comme si à l'école, on ne traitait pas le sujet. Est-ce que vous voyez des choses qui fonctionnent déjà ou des choses qui pourraient fonctionner selon vous? Alors, on va peut-être commencer par toi, Théo, et puis après, on enchaîne avec toi. Moi, malheureusement, c'est pas forcément une solution, parce que, mon avis à moi, c'est que la situation a tellement évolué en négatif qu'aujourd'hui, c'est très difficile de rattraper ce qui n'a pas été fait pendant des années. Ok. Voilà. Sybille? Ne pourrait-on pas faire comme en Suède ou en Norvège, où ils ont des cours d'empathie dès la primaire, et ça a réduit conséquemment, il y a des chiffres en lien avec ça, sur le nombre d'élèves harcelés, etc. Ne pourrait-on pas faire comme ça et mettre en place ce genre de cours-là? Ça avait été envisagé à un moment par Gabriel Attal, juste avant la dissolution. C'est en place, d'accord, ok. Donc Anastasia me dit que c'est en place. C'est en place dans les papiers. Il existe des kits d'empathie à l'école et de tout ce que les enseignants devraient faire, mais mon avis personnel, c'est qu'on n'y est pas du tout. Moi, personnellement, je sais maintenant que ça met en place. Vraiment. Ouais, ça te paraît. Et est-ce que en dehors de l'école, hein, là on parle par exemple de ce qui pourrait être fait sur un territoire. Je vois par exemple là il y a une exposition qui est mise dans les murs d'ACTA. Est-ce qu'il y a des choses vous que vous imaginez, vous dites ça serait chouette que les jeunes aient plus accès à ça, même ailleurs qu'au sein de l'école par exemple. Ça m'étonnerait un jour que ça change en vrai. Ouais, tu n'as pas d'espoir. Peut-être je suis comme toi, à mon avis. J'ai du mal à avoir le changement, même si aujourd'hui, maintenant, ils sont beaucoup plus les 10 comme moi ou comme tout le monde, à mieux à se faire aider. À notre époque, on n'est pas vieux, mais à notre époque, c'est quelques années qu'on était officiellement handicapés, entre guillemets. Que maintenant, aujourd'hui, s'ils changent les cours, ça m'étonnerait, parce qu'à l'époque, moi j'ai vécu, ils avaient beaucoup de mal à changer leurs habitudes, les professeurs, et surtout, déjà, ils avaient du mal à finir leur module. Ça m'étonnerait encore plus davantage. Donc, je suis très négatif là-dessus. Et question, s'impliquer, est-ce que ça vous donne envie, par exemple, sur ces sujets-là, hein, qui sont des sujets hyper importants, est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous sentiriez de vous impliquer, je sais pas moi, dans une association, dans un collectif, rejoindre une structure qui pourrait pousser ces idées-là est-ce que ça, c'est des choses que vous envisageriez peut-être Je Sybille. suis déjà membre d'une association. Alors, directement, c'est pas forcément le but, mais mon association, elle promouvoit en fait la formation du caractère des jeunes. Alors, dans mon cas, c'est assez spécifique puisque je suis membre de l'association des guides et scouts d'Europe. Donc, en fait, c'est des activités 1 à 2 fois par mois. Dans mon cas, c'est les 8-12 ans que je suis en charge. Donc, en tant qu'animatrice, j'ai mon BAFA, etc. En tant que chef TAN. Et en fait, on a tout un
tout un processus. Alors déjà, on a une convention qu'on est obligé de signer concernant la bientraitance et la maltraitance. Mais en fait, le but aussi, c'est de former leur caractère de sorte à ce qu'ils aient déjà les codes pour pouvoir bien évoluer en société plus tard, pour apprendre à dire vraiment non, comme apprendre à prendre la part des choses, etc. Mais également le sens du service et de l'entraide. C'est-à-dire qu'on a des symboles très forts, et notamment dans un des symboles, on a le plus fort qui protège le plus faible. C'est-à-dire que celui qui a plus de ressources va toujours essayer d'apprendre ses ressources aux plus âgés. Je ne parle pas de force physique, mais plutôt mentale. Oui, tu veux réagir, Arwen ? En fait, ce qu'elle a dit, Sybille, ça m'a fait penser à un truc, parce que j'ai l'impression que... Moi, ce que je trouve ça bizarre, c'est que je reviens en lien avec le harcèlement, mais j'ai toujours remarqué que quand un harceleur harcèle quelqu'un, il est toujours en groupe. Et quand l'harceleur, il n'a pas ses amis ou ses potes ou quelqu'un qui est là pour l'épauler, et comme par hasard, il est gentil, il fait normalement. Et là, quand il a ses potes, en fait, il a quoi à prouver quand il est avec ses potes, en fait, qu'il est le patron, qu'il est... Moi, je trouve ça un peu débile, en fait, de faire ça, en fait. C'est débile. Un effet social. C'est tout. L'effet, c'est un effet social. Juste l'effet de groupe, ouais. Voilà, tout exactement. simplement, ouais. En fait, je dirais surtout que quand les personnes sont à plusieurs ou ont tendance à être avec des gens avec qui ils se sentent en confiance, ça fait ressortir d'eux une certaine personnalité qu'ils ne peuvent pas avoir tout seul. Parce que l'avoir tout seul, ça voudrait dire se confronter à encore plus de choses. Théo, bien dans le micro. Ah, Mais t'es un peu loin. excusez-moi. Non, t'inquiète. Alors que quand tu es avec tes amis ou tu es avec des proches, tu as toujours cette facilité-là de te dire, au pire des cas, je suis d'accord. Je suis d'accord, parce que en fait, quand les harceleurs, quand ils harcèlent quelqu'un, ils aiment bien harceler les faibles, parce que les faibles, pour eux, ils ne savent pas se défendre, ils ne savent pas quoi dire. Et des fois, j'ai remarqué que quand je me faisais harceler, c'était plus en groupe que tout seul, parce que quand des fois ils sont tout seuls, ils ne savent pas ouvrir leur grande bouche, en fait. C'est que quand ils sont en groupe qu'ils arrivent à ouvrir leur grande bouche. Voilà. J'aurais des choses à dire sur le sujet, parce que, alors oui, il y a l'effet de groupe en effet, mais il y a aussi des choses plus profondes à chercher, justement. Dans le cas par exemple des harceleurs, est-ce qu'ils harcèlent parce qu'ils ont quelque chose derrière ? Est-ce que c'est pas dû à un autre traumatisme, que comme ils n'avaient pas les clés pour le comprendre et le soigner, ils le rejettent sur les autres en se disant « moi j'ai vécu ça comme ça, donc tout le monde le vivra, sinon c'est pas juste ». Quand on est enfant, c'est souvent ça la problématique, en primaire ou en maternelle, etc. Ou alors ça peut être une situation familiale, ça peut être beaucoup de choses. Évidemment qu'il y a l'effet de groupe et l'effet social, mais il y a aussi des choses plus profondes à creuser parfois. Je me permets juste de rediriger du coup sur cette question dont on parlait, de faire reconnaître par exemple des troubles ou des situations de handicap, parce que ça peut être en lien avec ce qu'on est en train de dire. Parce que le fait que potentiellement il y a des gens qui n'arrivent pas à identifier, à faire reconnaître des troubles, et qui du coup se transforment eux-mêmes en harceleurs parce qu'eux-mêmes ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à identifier. Alors, je vais parler un peu en mon nom d'une part. Alors, personnellement, j'ai plutôt été d'un côté de la rivière et pas de l'autre. J'ai été plus souvent harcelée, etc. Je pense que ça peut être totalement possible. C'est justement cette recherche d'attention et ce besoin en fait d'être reconnu en tant que personne. Et donc, on va écraser les autres pour pouvoir se sentir plus puissant et de se dire au moins il y a un truc dans lequel je réussis, même si la chose n'est pas négative et pas positive du tout. La recherche aujourd'hui de handicap est très compliquée. Alors en tout cas dans mon cas, ça a été diagnostiqué lorsque j'avais 17 ans, selon ma propre... c'est-à-dire que c'est moi qui ai motivé ma recherche de diagnostic, parce que... alors il y a beaucoup de démarches qui sont faites en ce sens, notamment dans l'autisme dont on parlait tout à l'heure, de par Arwen. Il y a... alors encore une fois, c'est dans les papiers, mais aujourd'hui, dans les carnets de santé, il y a toute une page qui est dédiée à l'autisme pour tous les nouveau-nés, je crois depuis 2022 ou je ne sais plus. Ce qui fait que, logiquement, c'est censé faciliter le diagnostic. Après, aujourd'hui, ça reste quand même une démarche très compliquée. Et la plupart du temps, comme je l'avais dit au tout début, les élèves et les camarades qui entourent le jeune en question vont facilement beaucoup plus détecter le handicap que les professionnels de santé qui l'entourent. Et ça, c'est un gros sujet très lourd.
Parce qu'on n'a parfois même pas besoin de passer par la case diagnostic. Oh tiens, cette personne est étrange comparée aux autres. J'ai pas forcément envie d'aller vers elle. Et du coup, cette personne va se dire, dans cette école-là, les gens me détestaient, alors je vais faire en sorte que tout le monde a une raison de me détester, ou alors que tout le monde soit détesté pour qu'ils comprennent ce que moi j'ai ressenti à ce moment-là. Moi, je suis d'accord avec elle, parce qu'il y a des fois, il y a des harceleurs, ok, ils font ça parce qu'ils ont eu un mauvais passé et tout, mais moi, je dis ça aussi, c'est que leurs parents, ils ont une éducation aussi... c'est peut-être en lien avec leur éducation aussi, ça dépend. Ouais. Pardon, excusez-moi. Théo, toi, tu voulais C'est vrai. Oui, je suis réagir d'accord. par rapport à ça? Moi, je dirais juste que je suis d'accord avec Sybille. Ok. Enfin, grosso modo, il peut y avoir vraiment plein de facteurs et ça ne dépend pas que d'une seule chose. On ne peut pas catégoriser ça non plus comme appartenant à un seul groupe de voilà. Sur cette question du handicap, il y avait plein de sujets qui étaient venus. Est-ce que vous voulez insister peut-être en particulier sur un? Je sais que tu voulais nous parler de l'auto-école sociale qui t'avait beaucoup aidé à Rouen. Ou qui t'avait aidé ou pas, je sais, oui. En fait, l'auto-école sociale, c'est une auto-école spéciale pour les gens en situation de handicap. Elle est très bien, cette auto-école, parce que en fait, c'est une prof d'auto-école qui enseigne les jeunes pour le code, mais elle explique bien, sauf qu'il y a certains auto-écoles qui expliquent et que c'est payant, alors que là, elle explique et c'est gratuit et ça coûte 50 € par mois. Alors que l'auto-école, par exemple F2R, même si la personne explique bien ou pas, ou que le jeune a du mal à comprendre, ça coûte dans les alentours de 200 €, je pense. Je dis ça au hasard. Mais je me suis dit, si l'auto-école sociale n'existait pas, je crois que j'aurais pas eu mon code, parce que il y a 1 semaine et demie, j'ai eu mon code. Bravo. Merci. Merci. Je me suis dit, mais si l'auto-école sociale n'existait pas, je me suis dit, ça veut dire que j'aurais mis des années pour économiser, pour aller à l'auto-école et tout. Moi, me connaissant qu'il y a des difficultés de compréhension et tout, ça fait un peu mal au rein quand même de payer. Ça fait mal au rein. D'accord. Non, mais c'est intéressant. Oui. Enchère, mais sur un autre sujet qui concerne aussi le handicap, la démarche notamment pour la RQTH. Alors personnellement, je suis dans cette procédure-là. C'est une procédure qui est longue et compliquée. Tu peux nous rappeler ce que c'est que la RQTH? La RQTH, alors j'ai pas exactement les sigles qui se réfèrent, mais c'est la reconnaissance en tant que travailleur handicapé. Donc c'est une reconnaissance qui va nous servir dans le monde du travail, parce que du coup ça donne droit à des adaptations, c'est-à-dire que c'est lorsqu'il y a un problème, ce n'est pas à l'employé de s'adapter, c'est à l'employé et à l'employeur de discuter des adaptations qui sont possibles pour que l'employé en question porteur de handicap se sente le mieux possible et puisse travailler dans les meilleures conditions malgré le handicap qu'il a. Il y a également des pourcentages dans chaque entreprise où ils sont obligés de les remplir, je crois que c'est 6 ou 7%. Sinon, ils doivent payer une taxe en plus, etc. Bon, qu'on soit honnête, cette taxe, elle est plus souvent payée que exemptée, parce que la plupart des entreprises préfèrent encore ne pas, entre guillemets, se coltiner une personne porteuse de handicap et payer une taxe que d'en rechercher une, d'autant qu'à l'entretien d'embauche, c'est un sujet très compliqué à aborder. Voilà, après ça dépend évidemment du handicap, mais la RQTH, en fait, elle est nécessaire dans la plupart des cas. Honnêtement, je suis dans cette démarche-là. Alors, j'ai essayé de travailler sans cette RQTH et ça m'était impossible. C'est pour ça que je suis dans cette procédure-là. Pour ça, il faut remplir un dossier MDPH. MDA, je ne sais pas, je crois que ça change selon l'endroit où on habite. En tout cas, à Quimper, c'était MDPH. C'est un dossier qui est très long, qu'il est préférable de remplir à plusieurs. En tout cas, pour une seule personne porteuse de handicap, on conseille d'avoir l'entourage ou la famille qui aide. C'est à minima 25 pages. Donc pour ceux qui ont la phobie administrative, ce qui concerne beaucoup de handicap. On a perdu atroce. Mathieu là. Mathieu idiot là, 25 pages. Oui, parce que j'en suis un aussi. Je suis pas avec elle. Alors, Et t'as entrepris ces démarches ou Encore que non. Je me suis fait aider par ma mère qui adore l'administratif, voire ma grand-mère d'ailleurs. Encore merci à elle. C'est à toi. Ok.
Mais donc voilà, et en fait, c'est souvent lourd comme démarche, et c'est pour ça que c'est génial que la mission locale puisse nous aider en ce sens. Après, voilà, ça reste beaucoup de démarches. Dans mon cas, je suis polyhandicapée, je suis porteuse de plusieurs handicaps, donc c'est parfois très compliqué de pouvoir suivre, d'autant que c'est souvent de longs délais, parce que même les traitements de la MDPH, on est entre 4 et 9 mois en moyenne, donc le temps d'avoir la RQTH, ça veut dire que est-ce que je dois travailler et donc ignorer mon handicap? Est-ce que du coup, je fais comme avec sans aucune ressource financière derrière, comment est-ce que je fais sachant que moi, c'est dans mon cas où ça a été mon handicap a été diagnostiqué à quasiment l'âge adulte. Donc, j'ai dû me débrouiller, etc., ce qui est très lourd. Encore, il y a plein d'adultes qui l'ont découvert, mais beaucoup longtemps après, et qui ont enfin compris, en fait, je suis comme ça. Voilà. Sur cette question de la société, est-ce que les dispositifs aujourd'hui sont adaptés? Est-ce qu'ils sont trop lourds, etc., par rapport aux personnes qui sont porteuses de handicap? Tu veux réagir peut-être, Mathieu? Ou Vincent Vincent, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Ou Mathieu, avec plaisir Mathieu, hein, bien sûr, mais... Je trouve que dans certaines entreprises, il y a des moyens pour les handicaps de tout type. Mais dans d'autres, par contre, ouais, il n'y a aucun dispositif, quoi. Là où je travaillais avant, j'avais 2 personnes en situation de handicap et ils se débrouillaient très bien dans leur travail. Ok. Et vous avez l'impression du coup que ce qui existe, c'est juste que c'est mal appliqué ou qu'il n'y a pas assez de choses qui existent? Je pense que ça vient surtout de l'entreprise qui ne mettent pas assez de choses en place. Et il faudrait aussi que peut-être le gouvernement fasse des choses pour que ça change, quoi. Mathieu? Il y a vite fait une chose que je veux dire. Comme disait Sybille, il y a des moments où notre handicap prend longtemps à être diagnostiqué. Donc, je pense pour les adultes qui ont une trentaine d'années, voire une quarantaine d'années, qui sont déjà dans une boîte, qui sont diagnostiqués, et que l'entreprise, en fait, fait passer comme un travailleur handicapé. Donc, il paye ça à taxe et en plus, il est déjà adapté. Donc, ça va permettre mieux pour eux de gérer. Après, au-delà, alors j'ai fait une année d'études auparavant, avant d'être à la mission locale. Il y avait des adaptations qui étaient proposées. Bon, dans mon cas, j'avais pas encore de RQTH, mais en ayant des rendez-vous avec le médecin universitaire, il pouvait poser des adaptations. Ceci étant, les adaptations n'étaient pas forcément adaptées. Bon, c'est en faculté, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je dirais que la plupart du temps... et c'est connu pour ça, la fac, c'est on s'en fiche de si tu réussis ou pas, c'est ton problème, nous on fait notre travail, c'est tout. Et les adaptations que j'ai eues, en soi, il y a certaines choses qui étaient adaptées, par exemple le port du casque anti-bruit, etc. Mais il y a d'autres trucs pour lesquels je pouvais rien faire, c'est-à-dire qu'ils me proposaient de suivre les cours à distance, mais moi j'avais ce besoin-là d'avoir le prof en face de moi pour pouvoir retenir les choses. Sauf que à cause du bruit de ma classe, à cause des néons qui m'aveuglaient les yeux, je ne pouvais pas être concentrée en cours. Donc en fait, j'ai juste compris que c'était pas du tout adapté à moi et que pour l'instant, le processus d'adaptation qu'on peut proposer aux élèves atteints de situation, porteurs et porteuses de handicap, ça reste très compliqué et pour l'instant, il y a très peu d'applications. En tout cas, dans la fac dans laquelle j'étais, il n'y avait pas grand-chose qui était proposé. Il y avait des choses classiques qui étaient proposées comme le tiers-temps, comme la prise de notes, etc. Mais c'était des choses qui n'étaient pas forcément adaptées au vu de la situation de l'élève en question. Mon micro à moi, je monte tous vos micros sauf le mien. Voilà, c'est logique. Il va nous rester pas trop de temps. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier sur lequel vous avez envie de revenir? Il y avait cette idée aussi, on avait mis... la santé mentale, finalement, on en a parlé beaucoup de toute façon. Il y avait cette exposition aussi. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot sur l'expo? Oui, alors vas-y Anastasia. Alors c'est pas pour dire un mot, mais on avait peut-être parlé de lien entre jeux vidéo, écran et santé mentale. Peut-être que ça peut aussi être intéressant. Je vous laisse libre. Open bar, allez, radio libre, libre antenne.
Moi, je trouve que les jeux vidéo, c'est à la fois bien, mais ça peut être à la fois, je dirais pas stressant, mais qui peut être qui peut mettre en colère certaines personnes. J'ai connu des amis qui jouaient aux jeux vidéo et qui venaient à l'école en disant ouais, je suis fatiguée parce que j'ai joué aux jeux vidéo, ou j'ai éclaté mon téléphone de dernière génération parce que j'ai perdu aux jeux vidéo. Mais dans ma tête, je me suis dit, mais le jeu vidéo, tu gagnes pas ta vie, hein, c'est juste un jeu vidéo, quoi. Enfin, c'est pas important, hein, c'est... Je sens que Gabriel, là, il est dans les starting blocks. On joue pas sa vie, hein. Défends les gamers. Non, moi c'est pas pour défendre, c'est juste pour donner mon opinion. Oui, les jeux ont un impact sur la vie. Moi par exemple, ça a été la source de mon isolement pendant très longtemps. Ça a stoppé aussi ma progression pour tout ce qui était permis, recherche d'emploi, etc. Parce que oui, il peut y avoir une vraie addiction à ce genre de choses. Après, est-ce que c'est bénéfique? Oui. On peut en tirer énormément de choses. Moi par exemple, alors certes, dans la vraie vie j'étais isolé, mais en ligne j'ai pu avoir quelques contacts quand même avec beaucoup d'amis dont j'ai toujours contact aujourd'hui. Donc il y a du bon et il y a du mauvais. Après oui, émotionnellement on a certaines personnes qui peuvent être stimulées. Moi par exemple j'ai un ami qui est extrêmement violent avec ses défaites, qui casse régulièrement des choses. Mais je pense pas que ce soit lié aux jeux vidéo, mais plus à l'individu. Moi, ça me donne envie de manger. Quand je joue aux jeux vidéo, d'un seul coup, là, j'ai besoin d'aller manger. Quand j'arrive pas à passer un niveau, ça me... Voilà. Ouais, mais c'est ça, voilà. C'est pas tant le jeu vidéo, mais c'est plutôt quelque chose déjà personnel qu'on avait. Il faut se défouler sur quelque chose. Et tu disais quand même, c'était intéressant ta question de l'isolement, tu disais c'était à cause de ça que j'ai pas pu faire certaines choses. Tu l'identifies vraiment comme étant une cause d'un repli, entre guillemets? Ouais, c'est ça. Moi, ça a été mon repli personnel, ça a été dans le jeu vidéo. Après, il y en a pour qui ça va être la drogue, il y en a pour qui ça va être l'alcool. Bon, moi, ça a été les écrans. Ouais, le sucre aussi, mais voilà, pour moi, c'était le jeu vidéo. Ok. Justement, quand tu dis que pas réussir à passer ton niveau, ça te donne envie de manger, c'est un peu de la gestion de la frustration, en quelque sorte. Alors, mon avis sur les jeux vidéo, j'en ai un, même si je sais pas si j'ai vraiment droit à la parole, sachant que je suis pas une gameuse. Tout le monde ici a le droit à la parole, je te rassure. Oui, et voilà. C'est pour... Tu vis avec un gamer. Tu vis avec un gamer, donc tu peux donner un témoignage quand même de première main. Donc en fait, à mes yeux, le jeu vidéo, c'est quelque chose, c'est révélateur de beaucoup de trucs. Justement, on parlait que ce soit plutôt la faute de l'individu plus que du jeu vidéo qui fait ressortir la violence, mais c'est parce que le jeu vidéo, à mes yeux, fait justement ressortir les problématiques personnelles auxquelles on est opposé. La mauvaise gestion de la colère, de la frustration. Comment est-ce qu'on gère justement notre rapport à la défaite? Par exemple, on va avoir envie de manger, mais on va avoir envie de casser des trucs parce qu'on n'arrive pas à gérer. À mes yeux, en fait, le jeu vidéo, c'est plus un espace de détente, une façon de penser à autre chose que le monde réel, ce qui peut aider notamment, par exemple, dans le monde dans lequel on vit, dans cette économie, comme dirait Gabriel, dans cette économie, mais même dans le monde dans lequel on vit, qui écologiquement, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc, à mes yeux, c'est un moyen de faire passer sa frustration, c'est un moyen de se détendre et c'est un moyen de penser à autre chose. Alors, c'est révélateur de plein de choses parce que ça peut devenir une addiction, en effet. Après, tout est sujet à addiction aujourd'hui. Il y a très peu de choses auxquelles on ne peut pas être addict, encore que même l'eau, on peut être addict aujourd'hui. Et pourquoi, à mes yeux, il y a de plus en plus de jeunes qui vont sur les jeux vidéo? Parce que ça permet une connexion avec n'importe qui. Comme le disait Gabriel, lui, ça lui a permis de garder des contacts et de fonder de vraies amitiés. Ça peut en fait permettre d'avoir cet accès-là à un autre monde sans avoir le jugement du physique, sans avoir un jugement justement vis-à-vis du handicap parce qu'il se verra moins. Ça peut être un exemple. Ça peut aussi... Désolée. Ça peut causer de l'isolement, mais est-ce que c'est un réel isolement quand tous les jours on parle aux mêmes personnes? Théo et puis ensuite Mathieu sur cette question.
Oh, moi, je dirais juste que le vrai problème du jeu vidéo, c'est l'esprit de compétition des gens, quoi. C'est ça qui leur fait péter les plombs la majorité du temps. C'est dès qu'il y a de la compétition, dès que c'est un jeu en ligne, c'est un problème. Après, sur les jeux solo, en général, il n'y a personne qui pète un câble, tout se passe bien. Donc, franchement, moi, non. Ouais, il y en a moins quand même. Dès qu'il y a d'autres personnes qui rentrent en jeu, bon, voilà. Mathieu? Je voulais refaire un petit point dessus, tu sais, pour les personnes en relation dans les jeux vidéo. Il n'y a pas que les jeunes qui y jouent, hein, faut pas oublier. Hein. Il y a aussi les seniors, les personnes haut placées. Et d'ailleurs, il y a même quelqu'un qui a joué, alors je sais plus c'est quoi le nom du jeu, je sais plus du tout. Par contre, c'est un jeu extrêmement populaire que des plein millions de joueurs écoutaient, et c'était un mec tellement placé que je sais plus qui était diplomate ou d'un pays, je ne sais trop quoi, qui lui, c'était une véritable légende dans le jeu vidéo, qui avait fait une négociation pour les planètes Terre niveau jeu vidéo, mais c'était clairement mondial le truc, et ça a fait le buzz littéralement dans les réseaux. Et une fois encore, comme il disait Gabriel, ça dépend du point de vue des gens. Si tu es addict, mais est-ce que tu es de la bonne manière ou de la mauvaise manière ? Dernière petite question, je suis désolée, je pourrais rester parler des heures avec vous parce que tout ce que vous dites c'est super intéressant, mais si on essaie de rebondir sur cette question du jeu vidéo en lien avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur le manque d'empathie, il y a plein d'endroits, il y a des médiathèques où ils proposent aujourd'hui des ateliers jeux vidéo, il y a des moments jeux vidéo. Est-ce que pour vous le jeu vidéo ou la pratique d'une activité comme ça culturelle, ça pourrait être une solution ou des ateliers liés à l'empathie, se mettre à la place d'eux dans le cadre d'un jeu vidéo? Est-ce que ça c'est des choses en tant qu'ado qui auraient pu vous bénéficier, ou est-ce que c'est des choses qui vous paraissent pertinentes? Les jeux d'arcade. Ouais. À l'époque, il y avait un petit coin de jeux d'arcade, tous les jeunes de la ville ou de la cité, peu importe, allez là-bas. Alors, à propos de l'empathie, personnellement, je vois pas forcément. C'est pas qu'il n'y a pas de rapport, mais c'est pas forcément de l'empathie. Par contre, ça crée des sujets de conversation autour de deux personnes qui connaissent le même jeu, qui ont un même vécu. Ça peut créer des sujets de conversation et amener à la socialisation. Après, à la sociabilisation, pardon. Après, est-ce qu'il y a un lien avec l'empathie ? Je dirais que ça dépend du jeu, tout simplement. Et est-ce que c'est il vaudrait mieux faire ça avec des jeux vidéo qu'avec d'autres choses? Je dirais que ça dépend du public déjà. Et ça dépend aussi des outils qui peuvent être mis en place. On peut faire des jeux d'empathie avec des jeux de brise-glace. Petit écho à Rémi. On peut faire avec des jeux de société. On peut faire avec des ateliers concrets, etc. Donc, est-ce que c'est mieux de faire par des jeux vidéo, sachant qu'il faudra trouver précisément les outils pour appliquer ça à de l'empathie? Ou est-ce que c'est mieux de faire ça autrement? C'est une question. Théo, peut-être pour conclure, après Gabriel, si tu veux, juste pour terminer. Je dirais juste que, avant tout, la question, pour moi, ce qui manque surtout aux jeunes aujourd'hui, c'est de l'attention, en fait. Et l'attention, elle a été détruite justement par les écrans la plupart du temps. Donc bon, je sais pas si c'est forcément une bonne idée de les plonger là-dedans, alors que c'est une des bases quand même pour réussir à évoluer, c'est de réussir à écouter, à patienter, à avoir du temps, parce que sinon, si tu tiens pas en place, tu pourras... Pour toi, c'est contre-productif, quoi. Pas forcément à 100%, hein. Je dis pas que j'ai raison, mais moi, mon avis, c'est que on peut essayer, c'est quelque chose qu'il faut essayer, mais pas sûr que ça réussisse, quoi. Ok. Tu voulais dire, Gabriel puis après, ce sera toi, Arwen, le mot de la fin, peut-être. Vas-y. J'ai juste fait mes recherches. Oui. Le politicien qui jouait à Valorant, c'est Samuel Etienne. Voilà. Mais c'est pas un politicien, Samuel Etienne. C'est qui ? C'est un journaliste. Ah, c'est un journaliste. C'est un journaliste, pour moi. Samuel Etienne. Ouais. Et Samuel Etienne, c'est un journaliste qui... Question pour un champion. Ouais. C'est notre cher Julien Lepers. Voilà. Et qui est maintenant à une chaîne Twitch dans laquelle justement, c'est un des premiers journalistes à être venu sur Twitch pour faire des entretiens avec des personnalités, des politiques. Et c'est vraiment une figure hyper intéressante du journalisme moderne. Entre deux entretiens, il fait des games de Valorant. Ouais, carrément. Non, mais il est hyper intéressant. Suivez-le sur Twitch. Est-ce que, je suis désolée, on va vraiment devoir s'arrêter. Un petit mot de la fin. Au revoir. Au revoir. Esquimaux. Une chose à ajouter, une chose que vous auriez vraiment voulu dire, qui va rester, une piste de réflexion pour nous, une problématique qu'on n'a pas traitée. Après, vous pouvez dire au revoir, c'est bien aussi. Mais... Un sujet qui mériterait qu'on refasse une deuxième émission. BLM.
Un sujet qui mériterait qu'on fasse une deuxième émission, c'est, on a beaucoup parlé de santé mentale. Est-ce que on peut voir les structures qui sont mises en place? Est-ce qu'on peut voir le lien avec l'écologie, l'éco-anxiété dont on parle beaucoup aussi, et même de manière générale les accès à l'autonomie qu'on peut avoir, puisqu'on a pas mal parlé d'autonomie, mais est-ce qu'on a parlé des aides qu'on peut avoir pour devenir autonome? Ok, merci. Pourquoi tu me passes forcément? Je sais pas s'il y a quelque chose à rajouter. Oui, j'ai un mot de fin pour dire si vous avez un problème, n'hésitez pas à en parler parce que peut-être votre problème peut toucher n'importe qui. Donc parlez-en. La preuve aujourd'hui aussi, hein, finalement, on a fait des ponts entre les uns et les autres. C'est bon pour vous? Bon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, ce fut un plaisir. De rien. Kenavo.